On va enchaîner sur la deuxième table ronde, décarboner par l'innovation utile. On a vu déjà des cas concrets. Là, on va plus aller vers vraiment l'innovation, comment on l'intègre dans les process, les financements, les compétences. Pour ceci, alors, je vais appeler déjà le modérateur. Je vais commencer par lui. Maître Romaric Lazerge de CAO Chairman, voilà, qui va nous piloter cette table ronde. De chez Air Liquide, Louis-François Richard, groupe le vice-président Sustainability. Voilà, oui, on applaudit comme pour la première table ronde. Frédéric Storck, CNR, directeur innovation. Je crois qu'il... Voilà, super. Voilà, il est là. Laurence Verdier, pardon, présidente de 3M France et vice-présidente excellence commerciale de 3M. Très beau groupe. Et Thierry Vallot, directeur de l'innovation du groupe et membre du COMEX GTT. Voilà. À vous. Et par rapport à la première table ronde où on n'a pas eu tout à fait le temps de prendre des questions, nous aurons, on se laisse 10 minutes à la fin de cette table ronde pour des questions, donc gardez-les bien en interaction. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc mon nom est Romaric Lazerge, je suis avocat dans un cabinet qui s'appelle Ayano Sherman, et donc j'ai la joie, le plaisir d'animer cette table ronde avec des grands esprits, puisque nous allons parler d'innovation. Alors l'innovation, c'est souvent loin des avocats, mais il se trouve que le plaisir que j'ai à faire cette table ronde, c'est que dans tous les projets, je travaille beaucoup dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la décarbonation, et dans tous ces projets, même si ce n'est pas moi qui commets l'innovation, j'ai la chance de travailler avec des grandes entreprises qui font de l'innovation, que ce soit des éoliennes offshore, que ce soit des gigafactories, des projets de carbone capture, et j'en passe. Et donc c'est un plaisir d'être avec vous, madame, messieurs, je vais vous présenter dans un instant. Suivant les vœux de Julien Guéniche tout à l'heure, donc cette table ronde qui mêle innovation et décarbonation, qui sont deux mots, je crois, et on en conviendra sans doute à la fin de cette table ronde, qui semblent un peu indissociablement liés. Ce mouvement de décarbonation appelle de l'innovation, et grâce à l'innovation, on va peut-être y arriver. Enfin, on essaiera de faire souffler un vent d'optimisme ce matin dans cette deuxième table ronde. Il y en a déjà eu en partie dans la première table ronde. Donc on va essayer de partager un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de solutions. Je pense qu'on va découvrir ensemble, au travers d'exemples donnés par des entreprises qui sont à différents endroits de la chaîne de valeur, qui ont des métiers différents, que les solutions sont multiples et qu'il y a une variété de solutions. Et puis on essaiera d'en tirer quelques enseignements, mais on va y venir dans un instant. Alors d'abord, avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, peut-être vous présenter, en essayant de ne pas me tromper dans vos titres, en commençant par l'extrême gauche, Thierry Vallot. Je vous donnerai la parole après, mais peut-être juste pour présenter, vous êtes donc depuis peu, mais vous êtes un spécialiste de l'innovation et vous pourrez en dire un mot. Vous êtes directeur de l'innovation dans une entreprise qui s'appelle GTT. Je vous laisserai bien sûr dire en quelques mots dans vos propos introductifs le métier de GTT. C'est peut-être pas une entreprise que connaît tout le monde dans cette salle. Laurence Verdier, donc vous avez plusieurs métiers au sein de la même société, au sein de la société 3M. Vous êtes depuis aujourd'hui président de France de cette société 3M, et vous êtes par ailleurs, et depuis un certain temps, vice-présidente au groupe en charge de l'excellence commerciale au sein de la même société. À votre gauche, Frédéric Storck, vous travaillez au sein, donc vous êtes directeur de la transition énergétique et de l'innovation au sein d'une société bien connue dans le domaine du renouvelable, qui s'appelle, connue comme CNR, Compagnie Nationale du Rhône. Et je finis juste à côté de moi, donc avec Louis-François Richard. Vous travaillez, je crois, depuis assez longtemps au sein d'Air Liquide, et vous êtes vice-président du groupe en charge de la sustainability, ce qui est un sujet évidemment qui est au cœur de nos réflexions ce matin. Je vais me taire dans un instant, juste pour vous dire qu'on va mener cette table ronde, on va avoir deux parties dans notre échange, et on respectera les 10 ou 15 minutes réglementaires sur l'échange avec la salle, qui, je le souhaite, je l'espère, sera riche. Dans une première partie, on s'est dit tous les 5 que ce serait intéressant de dresser peut-être pas un panorama, ce serait un peu ambitieux, mais au travers de chaque entreprise, de voir comment chaque entreprise, quelle est la stratégie, quels sont les types de solutions qui sont proposées. Et donc on pourra, je crois, mettre le doigt sur la variété des solutions. Et puis on aura une deuxième partie dans cette table ronde qu'on vous propose ce matin, et qui est plutôt de réfléchir justement chacun et chacune à quels sont les défis, quelles sont les difficultés, et notamment, et ça a été introduit, y compris par les ministres qui n'étaient pas en présence, mais qui étaient presque avec nous, qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics
pour aider justement, non pas seulement à la décarbonation, mais à l'innovation pour la décarbonation. Je me tais à ce stade et peut-être juste pour commencer, chère Laurence, pour la société 3M, dire quelques mots peut-être de la société 3M et puis justement cette première partie, les types de solutions que vous développez. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc 3M, peut-être que vous ne connaissez pas, mais si je vous dis Post-it, si je vous dis Scotch, je pense que Scott Bright, je pense que vous allez tout de suite faire la connexion. 3M, c'est aussi et surtout un groupe qui est basé sur la science des matériaux et pour qui l'innovation fait vraiment partie de l'ADN, et ce depuis la création il y a plus de 100 ans. Donc notre objectif chez 3M, c'est vraiment de fournir des solutions pour nos partenaires et nos clients. Et ces solutions doivent répondre aux défis actuels qui sont aujourd'hui, et c'est l'objectif de cette table ronde, de parler de décarbonation. Je voudrais juste faire un tout petit point avant sur notre société 3M. Pour nous, l'environnement, c'est quelque chose qui fait partie de nos habitudes. Il y a plus de 50 ans, ou exactement 50 ans aujourd'hui, 3M s'engageait déjà sur la pollution en mettant en place un projet qui s'appelait le projet 3P, la prévention de la pollution paix. Et donc c'était il y a 50 ans. Depuis, le monde a évolué, on a beaucoup parlé de différentes choses, mais le sujet d'aujourd'hui, il est lié aussi à cette volonté de 3M de toujours travailler sur l'environnement. Donc, vous m'avez posé la question, comment nos innovations peuvent aider dans la décarbonation ? Je voudrais juste dire que pour nous, on est convaincus d'une chose, c'est que nos solutions technologiques, associées à un peu de sobriété, doivent aider à améliorer ce point. Pour 3M, il y a vraiment deux axes. Je vais très vite balayer le premier, parce que ce premier axe concerne nous, parce que nous sommes aussi des industriels, nous avons aussi des sites de production. Et donc, notre volonté, c'est de s'appliquer aussi certaines règles. Un seul chiffre, 56% de notre énergie vient d'une énergie renouvelable. Et c'est juste une petite partie, puisque chaque site industriel chez nous, quelle que soit sa zone géographique, doit suivre certaines règles. La partie qui est vraiment intéressante pour vous, c'est comment nous, 3M, on peut vous aider avec des solutions. Donc j'ai un panel de solutions assez long. J'ai décidé de faire le choix de juste quelques-unes. La première solution que je voudrais évoquer avec vous, et qui fait écho en fait à la première table ronde, c'est comment on va aider dans l'éco-conception. Donc on a des solutions chez 3M, et en particulier des solutions qui sont produites près de Cambrai dans les Hauts-de-France, où on produit des microsphères de verre. Qu'est-ce qu'une microsphère de verre ? C'est une petite bille de verre vide. Et en quoi c'est intéressant pour la décarbonation ? Parce que ça rentre dans l'allègement des véhicules, ça rentre dans l'allègement de toutes les conceptions. Donc typiquement, notre innovation avec ce produit nous a permis de travailler avec la construction automobile, avec l'aéronautique, pour comment j'allège les matériaux. Et c'était quelque chose qui fait écho à la première table ronde. Mais on a aussi d'autres solutions. On a des solutions pour le nucléaire. Typiquement dans l'offre, et j'ai vu quelqu'un de notre groupe qui est présent aujourd'hui sur ce sujet, c'est comment j'améliore la durée de vie de mes centrales nucléaires. Donc on a aussi des offres qui permettent de travailler sur cette partie-là. Donc vous voyez, on parle de l'allègement des véhicules, on parle maintenant de comment prolonger la durée de vie de nos sites nucléaires. Toutes ces innovations dont je vous parle, c'est des innovations d'aujourd'hui, en fait, qui existent déjà, qui sont déjà disponibles, qui sont dans notre portefeuille. Mais là aussi, pour faire référence à la table ronde précédente, il y a quelque chose qui est vraiment clé pour nous, c'est de travailler pour les générations futures et travailler pour qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et pour ça, on a des partenariats stratégiques avec des startups. Et ces partenariats stratégiques, l'une des actions majeures que l'on a en ce moment, c'est sur Carbon Capture. Et donc, on travaille avec une start-up et on sera prochainement prêt à venir sur le marché avec des offres existantes. On a aussi quelque chose qui est important pour tout ce qui est le futur de la filière hydrogène.
Donc ça aussi, ça a été noté. Donc en fait, on travaille vraiment à court terme, comment on fait, nous, groupe industriel, pour fournir des solutions existantes, mais aussi comment on travaille dans le futur. Il y a un point que je voudrais noter, c'est chez 3M, il faut que vous sachiez que depuis des décennies, 15% du temps de nos chercheurs est dédié à ce qu'ils veulent. En fait, ils peuvent travailler 15% de leur temps sur un sujet qui leur tient à cœur. Donc, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de nécessité d'avoir des résultats. Alors, évidemment, ça génère un certain nombre de résultats, mais en fait, ils travaillent vraiment là où ils souhaitent et sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, c'est aussi pour nous très important parce que je pense que décarbonation, c'est aussi un vrai sujet pour nous en tant que citoyens et individus. Et donc, ils peuvent travailler sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Je pense que ça, c'est la façon dont 3M voit l'innovation aujourd'hui pour la décarbonation. Merci beaucoup, Laurence. Vous avez déjà, je crois, ce vent d'optimisme qui a été appelé de ses voeux par Julien Guéniche. Il commence à monter après votre intervention. Et je suis très intéressé par cette idée de cette liberté des chercheurs au sein de l'entreprise. Il est tout à fait possible que d'autres à cette table ronde aient des choses à dire sur ce sujet aussi. Thierry, je vous passe la parole peut-être de votre côté, donc dans ce premier tour d'horizon du côté de l'entreprise GTT. Bonjour à toutes et à tous. Donc GTT, c'est une entreprise technologique française dont le métier cœur est de développer des membranes pour les méthaniers. Alors c'est un produit un peu technologique, mais il faut savoir que quand on transporte le méthane sous forme liquide dans des navires, historiquement on transportait ça dans des sphères sous pression qui étaient extrêmement lourdes et très coûteuses. Et l'invention de GTT il y a plus de 60 ans, ça a été d'imaginer une membrane très légère et très isolante qui du coup permet de transporter ce gaz naturel sous forme liquide à moins 163 degrés de façon très performante en perdant le minimum d'énergie. Et c'est sur cette spécialité technologique que s'est développée l'entreprise. Aujourd'hui, on est le leader mondial de cette technologie. Il n'y a pas d'autres entreprises sur le marché qui proposent cette technologie et l'ensemble des navires modernes sont équipés de cette technologie. Donc c'est une position technologique française extrêmement forte. Alors, les axes sur lesquels on travaille de notre côté pour améliorer la performance des navires, ça va être... alors, d'abord, effectivement, on travaille sur le scope 1 et le scope 2, il faut quand même que j'en parle, effectivement. Mais une entreprise d'ingénierie, évidemment, une fois qu'on a travaillé sur l'isolation des bâtiments... Thierry, pardon, je vous interromps, scope 1, scope 2, ça doit être à peu près clair pour presque toute la salle, mais au cas où. Voilà, donc sur nos émissions propres, les émissions, effectivement, de notre activité interne, donc celles de nos équipes quand elles viennent au bureau. Donc là, évidemment, les équipes, elles vont venir au travail, donc elles vont utiliser un moyen de transport. Donc là, on va mettre à disposition des navettes électriques pour qu'ils puissent venir par les transports en commun jusqu'au bureau. Et puis, on va aussi travailler sur les isolations des bâtiments, mais c'est évidemment très marginal par rapport à la performance des produits que l'on va fournir à l'industrie maritime, qui est l'essentiel des émissions sur lesquelles on peut avoir un impact important. Et donc, passer effectivement le scope 1 et le scope 2, on va s'intéresser aux émissions liées à notre activité, à l'activité de nos clients. Alors on va travailler d'abord sur évidemment les matériaux, de faire en sorte que les matériaux qui sont mis en œuvre dans les navires avec nos technologies soient les moins émissifs possibles. Mais on va aussi travailler sur la performance du navire en tant que tel. Donc typiquement, avoir des navires qui permettent de transporter davantage de méthane avec la même quantité d'énergie. Donc ça veut dire avoir des membranes plus isolantes. Donc on va faire de la recherche sur les mousses, sur les matériaux, sur les isolants, sur la technologie d'isolation. Donc un point commun avec 3M, c'est qu'on est vraiment au cœur de la recherche sur les matériaux qui, pour moi, est un des éléments très importants pour la transition énergétique. Et on va aussi travailler sur des systèmes actifs à bord des navires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un navire, ça peut être équipé de systèmes de capture de carbone à bord, donc on va travailler là-dessus. Mais c'est aussi équipé, par exemple, de systèmes logiciels qui vont permettre de réduire très significativement la consommation du navire, en permettant au navire de définir sa route en bénéficiant au maximum des courants marins, ou en évitant au maximum l'impact des vagues sur la coque du navire, parce que par exemple l'impact des vagues sur la coque d'un navire, ça va freiner sa progression. Ou en mettant en place des systèmes à bord des navires qui permettent de dire au commandant du navire ta coque commence à être encrassée,
on mesure une chute de performance de ton bateau et c'est lié à l'encrassement de ta coque. Et donc, il serait bien que tu puisses aller nettoyer ta coque. Tu vas gagner plusieurs pourcents de consommation énergétique. Et donc, aujourd'hui, en fait, on fournit comme ça tout un panel de solutions qui vont permettre aux navires marchands, qui représentent environ 3% des émissions de carbone de la planète, donc ce n'est pas un petit sujet, de réduire leur consommation en cumulant 2%, 3%, 5% sur chacun des petits sujets sur lesquels ils peuvent mettre en œuvre des solutions d'amélioration. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que grâce au cumul de toutes ces solutions, les navires sur lesquels nous travaillons puissent réduire leurs émissions de 33% à horizon 2033 par rapport à 2021. Et on y croit très fortement par rapport avec les technologies que l'on va proposer. Merci beaucoup Thierry, on sent, vous avez souligné des points communs, mais j'aime beaucoup d'ores et déjà, là, c'est de trouver toutes les petites solutions, trouver partout ce qui permet d'optimiser, de décarboner, et je trouve ça particulièrement intéressant, matériaux comme toutes les solutions pour le client. Je me tourne maintenant vers Frédéric Storck. Frédéric, donc premier tour d'horizon de votre côté. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être là pour représenter CNR. Alors en 2 mots, CNR c'est le concessionnaire du Rhône, concessionnaire de l'État. C'est une concession qui dure jusqu'en 2041. À ce titre, on a aménagé le Rhône du point de vue de la production hydroélectrique, mais aussi de la navigation et de l'irrigation. Donc on est toujours un aménageur des territoires. Et on est aussi le premier électricien 100% renouvelable de France. Donc avec la production du Rhône, qui est une production au fil de l'eau, il n'y a pas de capacité de stockage, pas de réservoir, de barrage comme vous en connaissez dans les Alpes. On développe aussi depuis maintenant de nombreuses années, une petite vingtaine d'années, de l'éolien et du solaire. Donc on s'est fait une spécialité dans ces énergies renouvelables qu'on a appelées intermittentes, on préfère dire aujourd'hui variables ou météorologiques. Donc ça nous a donné depuis longtemps ce rôle finalement de développeur d'électricité renouvelable, une acuité un peu particulière sur ces énergies. On n'agit pas simplement comme un développeur, comme d'autres, mais véritablement comme un énergéticien, c'est-à-dire qu'on se soucie du devenir de cette production. On essaye de l'intégrer le mieux possible au réseau électrique, on essaye en même temps de développer des usages pour faire correspondre les deux. Et donc, notre credo, c'est effectivement de poursuivre ce développement en regardant un petit peu devant nous ce qui serait possible d'équiper, en solaire en particulier. Donc, on est particulièrement innovant dans le photovoltaïque. On a développé, par exemple, le premier parc flottant. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'une innovation qui est encore une innovation, c'est-à-dire qu'on est encore un petit peu loin du marché, et qui nous semble très prometteuse, qui est le solaire linéaire. Donc, en tant que concessionnaire du Rhône, on voit tout de suite que le Rhône, c'est un axe très long, et donc il y a plein de linéaires, en particulier les digues, les berges du Rhône, mais il y a également des routes, des voies ferrées, etc. Et donc, on a eu l'idée, il y a maintenant une petite dizaine d'années, à l'instar de ce que Colas avait développé avec le CEA, la route solaire, que vous connaissez peut-être, d'essayer de trouver une technologie adaptée finalement à des grands linéaires que sont les digues, encore une fois, les délaissés routiers, les pistes cyclables, etc. Et donc, on ne fait pas de R&D nous-mêmes. On travaille par contre beaucoup avec des laboratoires de recherche, on travaille beaucoup avec le CEA. Je suis président d'INES2S, l'Institut national d'énergie solaire, président de mon exécutif. Et ça nous a donné donc envie avec ces labos de trouver une solution qui permettrait de traiter le grand linéaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent quand on fait du solaire filiforme, on va dire, plutôt que surfacique? On voit tout de suite qu'on va avoir besoin de grandes longueurs de câbles pour aller relier les modules entre eux, pour aller se raccorder au réseau de distribution, au réseau de transport. Et qui dit longueur de câble dit perte d'énergie. Donc on s'est lancé dans cette aventure avec l'idée qu'il y avait des briques technologiques à développer. Et donc au départ, on a travaillé avec le CEA, et puis aujourd'hui, on travaille avec des partenaires que sont la SNCF, qui gère également de très grands linéaires, avec Supergrid Institute, qui développe des technologies courant continu, qui sont nécessaires pour ce transport de l'électricité. On travaille aussi avec Schneider Electric et avec Nexans, dans l'idée que, moyennant quelques briques technologiques de R&D,
on va effectivement pouvoir, d'ici quelques années, équiper des grands linéaires. Alors, j'aurais souhaité vous présenter ça avec quelques slides, mais malheureusement, ce n'était pas possible parce qu'on a des choses assez visuelles à montrer. Donc, on a développé il y a quelques années un premier petit démonstrateur sur une digue. Ce sont des panneaux solaires qui sont montés verticalement, posés au sol avec des longues grines, donc ça prend très peu de place. C'est un premier parc qui n'est absolument pas clôturé, puisque sur une digue, il y a du passage, il y a des pêcheurs, il y a l'exploitant du Rhône, il y a des joggeurs, etc. Et donc, on expérimente aussi en même temps une forme d'acceptabilité sociale de ce type de production solaire, puisque pour la première fois ou presque, les gens qui passent ont la possibilité de toucher les panneaux, de voir à quoi ça ressemble. On craignait beaucoup que ce soit rapidement dégradé, et en fait, il n'en est rien. Donc, on touche du bois pour que ça continue comme ça. Le démonstrateur que nous sommes en train de développer, vous allez voir qu'il faut un certain nombre de démonstrateurs pour parvenir à quelque chose de plus commercial. C'est un projet qui est lauréat d'un appel à projet de l'ADEME dans le cadre du programme France 2030. Donc c'est un projet de plus de 20 millions d'euros que l'on développe également sur une digue du Rhône. On est en train de couvrir une partie d'une piste cyclable qui s'appelle la Via Rona, au niveau de Cadrousse. Et cette fois, ce sont plutôt des ombrières, un peu comme les ombrières de parking, qui sont placées suffisamment en hauteur parce qu'il faut pouvoir refaire l'enrobé de la piste cyclable. Et là, on a à peu près 1 kilomètre. Donc, ce n'est pas très grand, encore une fois, mais ça va permettre de tester justement les briques technologiques en courant continu qui vont permettre de transporter de manière beaucoup plus efficace l'électricité produite. Alors, je vous disais qu'on réfléchit à la fois sur la partie production. Ce qui nous guide dans ces innovations, c'est finalement de travailler sur des fonciers ou sur des ouvrages qui existent déjà, qui ont déjà un ou plusieurs usages, de manière à anticiper une raréfaction des terrains qui sont facilement accessibles pour développer l'énergie solaire. On travaille aussi sur de l'agrivoltaïsme, donc la compatibilité entre les modules solaires et puis des activités agricoles, mais il y a beaucoup de polémiques à ce sujet, c'est normal. On se dit que sur le linéaire, il peut y en avoir proportionnellement moins, parce que le long d'une route existante, le long de pistes cyclables, etc., finalement, ce sont déjà des structures existantes, hein, le foncier est déjà anthropisé, et donc évidemment, il y a d'autres contraintes, et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque part le guide. Donc on travaille à la fois comme développeur, on travaille aussi comme énergéticien qui souhaite intégrer cette énergie dans le réseau, d'où cette question de courant continu qui intéresse beaucoup d'acteurs. Vous le savez peut-être, on passe notre temps à transformer l'électricité alternative qui sort de la prise en courant continu, vos ordinateurs portables, téléphones, recharge de véhicules électriques, télévision, etc., etc. Et cette décarbonation dont on a parlé ce matin, qui passe par l'électrification de beaucoup d'usages, pourrait être grandement facilitée par le développement de réseaux courant continu locaux. Il ne s'agit pas d'aller remplacer les réseaux alternatifs que Tesla a poussé en son temps par des réseaux courant continu, mais à un niveau local, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus efficace pour justement accueillir de la production renouvelable, fédérer des usages, le tout avec en réduisant beaucoup les pertes d'énergie par transport. Et puis on a un rôle d'aménageur, donc on équipe aujourd'hui nos digues sur des tronçons test. Et l'objectif ultime, c'est d'ici quelques années de passer à des parcs qui pourraient faire 5, 10, 20 km d'un seul tenant. Alors il y a des contraintes à ça, évidemment, le linéaire n'appartient en général pas qu'à un seul acteur, mais l'idée c'est de trouver un point de connexion au réseau et pas de les multiplier. Et c'est là qu'on gagne aussi beaucoup en coût de projet, qu'on va gagner aussi en coût de matériaux, puisque en limitant le nombre de connexions et des appareils électriques qui permettent de se connecter au réseau, on va avoir, en termes d'ACV et d'analyse du cycle de vie, un gain matière très substantiel qui compte aussi dans cette manière d'innover. Merci beaucoup Frédéric. On voit la large palette de CNR, à l'instar de 3M et GTT. Peut-être il y a un mot qui a été prononcé pour la première fois lors de notre intervention, c'est l'acceptabilité, alors qui est peut-être moins immédiat quand on est sur des matériaux, mais en matière de renouvelables, on voit que la question de l'acceptabilité sociale est une question absolument majeure. On a vu les atermoiements de l'Assemblée nationale récemment sur la question du moratoire solaire, sur lequel je pense qu'on va tous considérer ici, heureusement, un vote contraire à cette proposition de loi est finalement intervenu, mais c'est une question qui est évidemment absolument au cœur de la filière.
On a entendu tout à l'heure le mot hydrogène, cher Louis-François Richard, et je crois qu'il est temps effectivement d'entendre Air Liquide. Je me doute que peut-être pas que sur l'hydrogène, mais que vous avez un certain nombre de choses à dire sur le sujet. Donc, bonjour à tous et ravi d'être avec vous ce matin. Même si le nom d'Air Liquide est très connu, je vais peut-être juste rappeler le type de produit ou les choses qu'on fait pour nos clients. Donc en fait, on est un leader mondial dans la production et la mise à disposition de nos clients de solutions qui mettent en œuvre en fait des gaz comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le CO2, l'hélium. Voilà. Donc des exemples d'applications. Donc on a parlé d'hydrogène pour la mobilité. Donc on a la chance d'avoir Ikea par exemple parmi nos clients. L'oxygène, c'est l'oxygène médical pour les hôpitaux. L'azote, on peut penser à de l'azote liquide pour la surgélation des aliments. Il y a de l'azote aussi ultra pur dans toutes les fabs qui fabriquent des semi-conducteurs. Donc on est vraiment présent dans beaucoup d'applications et d'industries à travers ces gaz. Alors, si on doit parler d'innovation en lien avec la décarbonation, je ne vais pas parler d'hydrogène, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Je voudrais parler d'un sujet qu'on a évoqué, mais on n'a pas passé trop de temps dessus, c'est la capture et séquestration de carbone. Le ministre l'a dit tout à l'heure, 50% des émissions françaises sont concentrées sur 50 sites industriels. Et pour un certain nombre d'entre eux, il faudrait des transformations de leur processus de production extrêmement profondes et coûteuses si on voulait décarboner immédiatement leurs activités. La séquestration de carbone, c'est vraiment une solution de transition qui permet de capter et de stocker du carbone dans des proportions très massives. On parle de millions de tonnes de CO2 et pour les, on va dire, 20 ou 30 années à venir, moi, il me semble que c'est vraiment une des briques technologique qui sera incontournable. Alors, en quoi ça consiste ? Il y aura une chaîne de valeur. Donc, en amont, il faut, dans les processus industriels des clients, pouvoir capter le CO2. Il faut être capable de le purifier. Il faut que le CO2 soit quand même très pur. Et il va falloir ensuite le transporter. Et à la fin, il faudra le stocker. Alors, le consensus aujourd'hui, ou l'acceptabilité aujourd'hui en Europe, c'est plutôt de le faire offshore, donc dans d'anciens puits de pétrole ou de gaz. Mais vous voyez, il y a toute une chaîne de valeur avec à la fois des briques technologiques différentes, mais il y a une vraie complexité juridique aussi. Je donne un exemple. À qui appartient le carbone qui est transporté du producteur jusqu'au puits ? Il y a des partenariats publics-privés aussi pour gérer des infrastructures, parce qu'il va y avoir des gazoducs pour transporter ce CO2. Alors, en termes d'expérimentation, on a lancé un projet, ou plutôt on est associé à un projet dans le port de Rotterdam depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc il y a un partenariat public-privé pour opérer l'infrastructure de transport de CO2 et gérer la séquestration de CO2, et qui inclut notamment le port de Rotterdam et d'autres acteurs. Et nous faisons partie des 4 industriels qui ont signé un accord avec ce consortium pour accéder à la possibilité de stocker le CO2. Voilà. En France, il y a actuellement un projet en développement autour du bassin industriel de Dunkerque. Je crois qu'il y aura vraiment une logique d'écosystème, de bassin et de partenariat, parce que ce sont des infrastructures qui sont quand même très importantes, mais c'est quelque chose de très prometteur. Alors le projet à Rotterdam, on parle de 25 millions de tonnes de CO2 qui seraient séquestrées sur 10 ans, donc c'est quand même un chiffre très important. Je vais faire peut-être un dernier commentaire. C'est vrai qu'avec le Green Deal en Europe, on a fait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fonds publics qui ont été débloqués. Je crois qu'il faut être vigilant aussi sur une chose, c'est que la Chine va très très vite. On a tous en tête les voitures électriques, les batteries, mais dans un sujet comme la séquestration de carbone, ils expérimentent actuellement la possibilité de séquestrer le carbone dans d'anciennes mines de charbon. D'accord ? Et donc, avec leur capacité à planifier, à organiser, il faut imaginer que même si l'Europe met des normes environnementales sur les produits qui seraient considérés comme aptes à être commercialisés en Europe,
des pays comme la Chine ont vraiment la capacité de créer des infrastructures qui vont permettre de produire des gammes de produits, je ne vais pas dire spécifiquement pour l'exportation, mais qui respecteront nos normes. Donc en fait, je pense que c'est vraiment important que nous, en Europe, on ne s'endorme pas sur nos lauriers et sur les premiers pas qu'on a faits. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce qu'on a vraiment des concurrents très malins et qui vont produire ce qui correspondra aux normes qu'on va mettre en place. Et il ne faut pas imaginer qu'on sera les seuls à être capables de produire au niveau de ces normes. Donc c'est vraiment un point très important. Merci beaucoup Louis-François pour terminer ce premier tour d'horizon qui a été extrêmement riche. L'exploit en même pas une petite demi-heure. Je pense que vous avez tracé tous des perspectives sur l'allègement des matériaux, du solaire linéaire, des solutions de logiciels et cette question de la séquestration, finalement le captage de CO2. Je crois qu'il y a eu un accord qui est intervenu récemment entre la France et la Norvège, extrêmement important, ce qui montre qu'effectivement on cherche, et pas seulement sur le territoire national, des endroits pour stocker ce CO2. Et ce sera une source, si on arrive à développer en termes d'innovation, qui sera absolument majeure pour la fameuse neutralité carbone à horizon 2050. Donc beaucoup de diversité, je crois que tout ça est beaucoup d'inspiration dans tout ce que vous avez dit. Il nous reste, parce qu'on va respecter l'horaire, je regarde notre chef, on a 13 minutes, peut-être qu'on en prendra 14, mais 13 c'est bien, ça donne 3 minutes à chacun. Sur la fin de cette table ronde, réfléchir aux défis et les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. On est au ministère des Finances, c'est le moment de faire une liste de courses. Et pas seulement pour de l'argent, et je crois qu'on a déjà discuté avant cette table ronde tous ensemble, finalement, qu'est-ce qu'on doit attendre des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont légitimement en droit d'attendre un certain nombre de choses, et vous les avez décrites de la part du secteur privé, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la part des pouvoirs publics, finalement, quels seraient les déterminants pour mettre en œuvre et accélérer ce que vous avez dit, Louis-François, l'innovation qui est absolument indispensable pour ce secteur. Laurence, peut-être donc 3 minutes chacun. Quand vous nous avez posé la question, je me suis dit, mais par quel bout je vais le prendre? Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu instantanément. J'ai pensé en fait à une réglementation européenne qui concerne la déforestation et comment cette réglementation européenne impacte une société comme la nôtre et quel est l'impact sur l'innovation, puisque c'est vraiment le thème qui est aujourd'hui. Ce que je veux dire, et le message que je veux faire passer, c'est que cette réglementation sur la déforestation, on y est à 100% favorable. Par contre, j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler sur comment ça se met en œuvre dans une société aussi large que 3M, puisqu'on est quand même un groupe mondial qui est dans de nombreux domaines. Et on se rend compte de la complexité absolue à mettre en place cette réglementation. C'est extrêmement, extrêmement compliqué parce que ça touche bien au-delà des frontières européennes. Ça impacte de nombreux partenaires, petits, grands, moyens. Les petits ont énormément de difficultés à nous suivre. Donc ça, c'est un premier point, un premier message, c'est aidez-nous dans la simplification des mises en œuvre. Je pense qu'on est, nous, grands groupes, toujours supportifs de ces réglementations qui sont en faveur de l'environnement, mais aidez-nous à simplifier le process. Et puis, comment ça impacte l'innovation, parce que c'était vraiment le cœur. Je vous l'ai dit, 15% de nos chercheurs ont 15% de leur temps pour travailler là où ils souhaitent et comme ils le souhaitent. Évidemment, le premier critère d'un chercheur, c'est pas de regarder les réglementations et c'est pas de se dire ok, quelles sont mes contraintes. C'est plutôt qu'est-ce que je vais mettre en œuvre et comment je vais innover. Si on commence à mettre un certain nombre de barrières, parce que dans notre mode de fonctionnement, on a aussi des méga databases où vous pouvez avoir un certain nombre d'informations qui disent si vous voulez lancer un produit en Europe, vous devez faire telle chose, telle chose, telle chose. On va en fait brimer cette innovation. Et pour moi, c'est une erreur fondamentale parce qu'on va empêcher cette créativité qui fait, en l'occurrence chez 3M, notre force, c'est qu'on part sur des concepts qui sont parfois un petit peu farfelus. Mais si on ne peut pas les mettre en œuvre, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ça le message, c'est aidez-nous à simplifier pour que nos chercheurs puissent continuer à innover dans des domaines qui sont clés pour l'avenir des générations. Merci Laurent, son premier message. Des normes, oui, mais simple, et effectivement, il y a sans doute du travail. Le Conseil d'État appelle de ses voeux depuis très très longtemps pour la simplicité, mais participe peut-être parfois, il y a peut-être des membres du Conseil d'État ici, à une forme de complexité. Thierry, de votre côté, quel message vous souhaiteriez passer ? Toujours en 3 minutes. Oui, voilà. Alors, 2 éléments de notre côté. Le transport maritime, c'est un monde du temps long.
Quand un armateur achète un bateau, c'est parfois 250 millions d'euros. C'est pour 40 ans. Et nous, on conçoit les bateaux pour qu'ils puissent durer 40 ans. Et donc, la question de l'armateur, c'est est-ce que mon bateau continuera à avoir de la valeur sur le marché pendant ces 40 années ? Et donc, la stabilité du contexte réglementaire, le caractère incitatif du contexte réglementaire par rapport à la performance environnementale est pour nous un élément clé. Ce qui va faire que l'armateur investit des sommes considérables dans un bateau qui est performant sur le plan environnemental, c'est parce qu'il sait que ça lui permettra d'avoir un bateau qui aura toujours une valeur importante sur le marché au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, l'ETS ou FuelEU sont des réglementations qui fixent un cadre et donnent des valeurs qui permettent aux gens qui achètent ou qui financent des bateaux d'avoir un contexte qui leur permet de faire des calculs sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un élément important. L'autre élément d'une nature un peu différente, c'est la recherche publique. GTT dépense en moyenne 10% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui est un montant très important. Mais il y a des choses qui ne font pas sens à être développées en interne. Il y a des sujets qui sont du domaine de la recherche publique, qui doivent être des sujets partagés entre différents acteurs et qui nécessitent un cumul de compétences de très haut niveau qui n'existe que dans les laboratoires de recherche publique. Donc nous, on met en place, on a un laboratoire commun avec le CNRS, on est en train de mettre en place une chaire de recherche avec Ariane Group et l'Université de Bordeaux sur des matériaux du futur. On compte beaucoup sur la recherche publique pour avoir dans nos catalogues de technologies d'ici 3 ans, 5 ans, ces solutions en rupture. Mais il faut effectivement que la recherche publique continue à avoir les moyens, les hommes, les ressources pour être en mesure de collaborer avec les industriels. Merci beaucoup Thierry. Donc stabilité et recherche publique, vous êtes au bon endroit pour demander des moyens pour la recherche publique. Je pense que dans un contexte budgétaire qu'on connaît tous très difficulté et qui montre toute la complexité de la question de la décarbonation, là où effectivement des puissances comme la Chine vont à une vitesse qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Et pour aller à cette vitesse, il faut probablement des moyens extrêmement importants côté privé, mais aussi côté public soient mis, y compris dans la recherche qu'on oublie parfois un peu. Frédéric, je me tourne vers vous. Donc, de votre côté, quelle serait, non pas la liste de courses, c'était un terme un peu péjoratif, mais vos messages principaux? Alors en fait, j'ai parlé de solaire linéaire, mais c'est vrai pour toutes les innovations dans le domaine des énergies renouvelables. Mais ce qui va avec aussi, c'est le stockage. En fait, on voit aujourd'hui que la demande n'évolue guère, et donc on a des phénomènes de prix de marché qui sont à zéro, qui sont négatifs, qui perturbent beaucoup le fonctionnement. Donc il faut effectivement, je pense, aller au bout de cette démarche européenne du Net Zero Industry Act, qui doit justement permettre à l'échelle européenne, ça a été très bien dit à la première table ronde ce matin, c'est dans cette cour-là qu'il faut qu'on joue, et pas chaque pays, chacun pour soi avec sa techno. Il faut véritablement qu'on se donne les moyens de créer cette espèce de marché intérieur. Je prends l'exemple des modules solaires. On a des projets de gigafactory, c'est vrai aussi pour les batteries. Mais si on n'est pas capable, si on ne se donne pas collectivement les moyens de compenser les surcoûts qu'on aura forcément au démarrage par rapport à la Chine, on n'y arrivera pas. Donc il faut effectivement, il faut une vision de long terme, il faut tenir bon. Et après, malgré les soubresauts politiques, vous l'avez décrit pour la France tout à l'heure, on a échappé à un gel, on va dire, du développement du solaire et de l'éolien. Pour décarboner, il faut absolument, en attendant le nouveau nucléaire dans 15 ans, développer ces énergies renouvelables. Et les innovations qu'on propose, nous, mais tout le monde en fait, peuvent contribuer à faciliter leur intégration, à réduire les questions d'acceptabilité, tant sociale que du point de vue du réseau. Ce sont des choses compliquées. On a tous les moyens technologiques, on a une avance en matière de R&D et d'innovation qui est fantastique en Europe. Et donc, il faut effectivement aller au bout de cette démarche. Il faut que la réglementation suive. On est souvent aujourd'hui freiné par des réglementations, ça a longtemps été le cas sur l'hydrogène, ça l'est toujours, qui ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on peut apporter comme solution techno. C'est vrai aussi dans le solaire. Et puis ça a été dit aussi, je reprends ce que disait Christine Lebihan-Graff tout à l'heure, il ne faut pas oublier le soutien. C'est-à-dire que toutes ces innovations, elles ont besoin de soutien au démarrage. Ça a été le cas pour le pétrole, ça l'est toujours encore dans une certaine mesure. C'est vrai pour l'hydrogène, c'est vrai pour le solaire, l'éolien. Et quand on parle d'innovation, le cas très concret, pour finir là-dessus, du solaire linéaire,
On sait que c'est intrinsèquement plus cher, peut-être de 20% par rapport au parc au sol que vous connaissez. Il y a néanmoins un gisement qu'on a évalué en France, en dehors du réseau SNCF, qui est vraiment un gisement à part, à peu près de 35 gigawatts qu'on doit pouvoir développer facilement. C'est plus que ce qui est équipé aujourd'hui. Et c'est un tiers ou 50% de ce qui figure comme ambition solaire dans le cadre de la PPE 3. Donc c'est très intéressant. Il reste effectivement à travailler les questions d'acceptabilité. Quand on dit un parc de 10 km, évidemment, ça va rarement être sur un seul maître d'ouvrage, ça va concerner plusieurs communes. Donc il faudra apprendre à travailler ensemble là-dessus, mais il n'y a rien de rédhibitoire. Et donc, je reviens à cette question du soutien. Il faut effectivement, même si on est endetté, si on recherche de l'argent un peu partout, apporter ce soutien sur une durée limitée. Et le mécanisme très vertueux des appels d'offres le permet, puisque ça permet effectivement de lancer la filière et puis, au travers de ces mécanismes concurrentiels, de s'assurer qu'on ne crée pas de bulles, comme ça a été le cas à une époque. Donc c'est véritablement vision européenne, réglementation avec une forme de stabilité dans le temps, se projeter au-delà du temps politique, on va dire, et puis, in fine, des mécanismes de soutien. C'est un peu d'argent, mais c'est ça le prix de notre souveraineté sans doute, et puis de l'efficacité de ces énergies renouvelables. Merci beaucoup Frédéric. Vous avez été plusieurs à prononcer le mot temps long, qui est la clé quand même pour réussir dans le domaine de la décarbonation et pour avoir des innovations, et qui parfois est un peu sous tension avec un autre concept qui nous est tous cher, qui est celui de démocratie. Et donc rien n'est simple dans cette affaire. Louis-François, de votre côté. Alors, je vais peut-être rajouter un concept à tout ce qui a déjà été évoqué. Je pense qu'une chose qui n'est pas assez développée, c'est ce qu'on appellerait, alors en anglais, c'est ce qu'on appelle les product mandates. Donc, en fait, c'est quoi? C'est des outils publics qui vont définir des obligations de commercialiser des produits bas carbone. Ça peut être, par exemple, de définir une norme pour dire c'est quoi de l'acier bas carbone, c'est quoi du ciment bas carbone. Et ensuite de considérer que dans la demande, soit dans la demande publique, mais aussi dans les marchés et pour le consommateur final, de créer une progressivité avec l'introduction de ces produits bas carbone progressivement dans l'économie. Alors, le ministre l'a dit, la transition énergétique, ça coûte cher. Moi, je suis convaincu que les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir financer l'intégralité de la transition entre les technologies d'aujourd'hui et les technologies de demain. Il va falloir à un moment que le consommateur final, nous, on participe aussi au financement de la transition énergétique. Et donc, ce type d'outils qu'on peut vraiment mettre en place de manière très progressive, parce qu'il y a quand même un enjeu d'inflation, donc il y aura un enjeu de pouvoir d'achat, donc un enjeu politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Alors, on l'a sur l'énergie avec la directive RED. Donc, les fournisseurs d'énergie ont l'obligation d'introduire progressivement une part de renouvelables dans le mix énergétique, sous toutes les formes, que ce soit de l'électricité, que ce soit des carburants, des choses comme ça. Mais il faut vraiment qu'on le généralise à un maximum de secteurs en y allant vraiment par petits pas. Mais c'est indispensable, je pense, en termes d'outils de politique publique pour qu'on aille dans la bonne direction. Il est 11h09 en une minute. Juste pour conclure, non pas la table ronde encore, parce que vous aurez peut-être des questions, mais je crois que là, ce qu'on vient de dresser les uns et les autres, même très rapidement, sur la simplicité, la stabilité, la constance qu'on peut attendre de l'État, avec ce que j'ai indiqué sur la question démocratique, qui crée une tension avec la constance, que vous indiquez, le rôle du consommateur, c'est très important. Je crois que là, on a un panel, non pas de solutions, mais on va dire d'éléments qui sont des déterminants importants pour le succès des innovations dont vous avez tous parlé. Alors, y a-t-il des questions ? Bonjour et merci beaucoup pour cette table ronde. Je voudrais réagir sur le sujet temps long, parce qu'on parle de temps long pour le développement de ces technologies de décarbonation, mais aussi on a un temps qui est l'accélération du dérèglement climatique. On parle de température, mais ce n'est pas linéaire, on le sait. Donc,
Et ma question, c'est quand on parle d'innovation, vous avez parlé, monsieur, d'innovation technologique physique, mais aussi d'innovation numérique pour les routes de vos navires. Est-ce qu'il n'y a pas une route qui permettrait, en fait, avec ces nouvelles innovations, l'IA qui est celle à côté, qui nous permettrait d'accélérer et d'aller plus vite sur les technologies de décarbonation dont on a besoin de manière plus urgente qu'aujourd'hui qu'hier? Merci pour cette question très intéressante. Et en fait, un certain nombre de technologies existent et ne sont pas forcément mises en œuvre simplement parce qu'économiquement, aujourd'hui, elles ne sont pas rendues nécessaires par exemple, le prix du carbone. Et donc, il y a un premier enjeu qui est déjà de faire en sorte que toutes les technologies qui sont disponibles, par exemple, effectivement, les technologies digitales, qui sont des technologies qui peuvent être développées de manière beaucoup plus rapide, ou certaines technologies de capture de carbone, par exemple, qui sont disponibles, mais encore faut-il qu'elles soient rentables au prix du carbone actuel, du coup, puissent être effectivement mises en œuvre. Et donc, c'est là où il y a un enjeu effectivement réglementaire. Il y a cet enjeu de stabilité. Je suis un investisseur industriel, je vais investir parce que je sais que le contexte réglementaire va me soutenir dans la durée et que les bases, par exemple, de prix du carbone sur lesquelles j'ai établi mon financement et mon investissement vont rester valables dans la durée. En fait, les procédés vertueux qui n'émettent pas de carbone, on a parlé tout à l'heure d'ArcelorMittal, la réduction directe du minerai de fer avec de l'hydrogène, ça émet pas de CO2, mais là on est vraiment dans du temps long. Et en fait, comme vous le dites, on n'a pas le temps. Et donc c'est vrai que la séquestration de carbone, c'est pas glorieux, parce qu'en fait le carbone, on l'émet toujours, mais malheureusement, dans les proportions dont on a besoin en matière de réduction, moi je vois pas trop comment on va pouvoir ne pas passer par là quelque part, pour donner le temps à ce que les technologies vertueuses soient développées et soient mises en œuvre. Peut-être juste un tout petit complément, l'IA, c'est quelque chose que l'on atteste déjà, elle devrait permettre de mieux corréler des usages à cette production renouvelable. Je prêche encore une fois pour la paroisse du renouvelable, vous l'avez compris, mais on s'intéresse depuis pas mal d'années à la mobilité électrique comme nouveau consommateur d'électricité. Et il y a un enjeu effectivement à aller corréler les moments de recharge avec la disponibilité du renouvelable. Alors c'est le solaire quand il y en a, c'est l'éolien quand il y en a, effectivement, c'est variable, c'est un petit peu gênant, mais on peut effectivement faciliter, on va dire, l'adéquation, enfin les synergies entre production et consommation grâce à des algorithmes développés. Aujourd'hui, les bornes sont communicantes et elles peuvent effectivement, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut être branché quelque part sur le réseau, mais organiser de manière transparente pour l'utilisateur la recharge en plusieurs petits bouts, en modulant la puissance en fonction de la disponibilité de l'électricité. Donc ça, c'est des exemples qui permettent de faciliter cette décarbonation via l'accroissement des usages. Donc la voiture électrique, c'est un très bon exemple parce que c'est un nouveau futur gros consommateur, mais encore faut-il corréler la consommation avec la production. Et pour ce cas-là très particulier, l'IA peut être d'un grand secours. Oui, bonjour. J'ai une petite question aussi. C'était plus pour Monsieur Richard. Alors effectivement, merci déjà. On voit bien que les innovations technologiques font partie de l'équation et sont indispensables pour réussir cette transition, pas seulement sur le carbone, mais sur les autres limites planétaires. Après, effectivement, il y a quand même l'enjeu, et vous l'avez dit, du consommateur et de la sobriété, l'efficacité énergétique. Les solutions technologiques ne feront pas tout. Par contre, j'ai quand même une question sur cette nécessité, je suis d'accord effectivement, de capturer le CO2 atmosphérique et de le stocker. Par contre, pour une fois, et pour une seule fois, je dirais que les Chinois, j'ai l'impression qu'ils ont la bonne approche, au moins sur ce sujet-là. Vous l'avez évoqué, c'est de faire ce stockage, effectivement, via l'enfouissement géologique, dans des sites miniers, c'est-à-dire des sites déjà anthropisés. Donc on peut se dire que l'impact environnemental ne va pas être très conséquent, vu que le site est déjà de toute façon dégradé. Quid de la logique quand même? Je me pose la question sur la logique européenne et française. Vous avez évoqué les offshore. Là, on sort de l'UNOC et on a bien vu tous les enjeux de protection de cet océan qui capture déjà beaucoup trop de CO2, la lutte contre cette volonté d'exploitation minière dans les hauts fonds. Est-ce qu'on a évalué l'impact sur ces sites environnementaux d'enfuir du CO2 dans les fonds marins? Est-ce que cet impact est neutre ou pas? Et est-ce que c'est la bonne logique? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'orienter et trouver des sites d'enfouissement géologique en Europe aussi? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, je ne suis pas géologue, donc je dirais que je ne suis pas forcément très pointu sur les études d'impact. Je pense qu'en Europe, on a pendant longtemps parlé de séquestration onshore géologique.
et je crois que l'acceptabilité des populations était quand même, elle n'était pas là. Hein. Donc, on s'est orienté plutôt vers du offshore. On a la chance en Europe quand même d'avoir tous ces puits qui sont disponibles. Je pense qu'il faudra faire des mesures d'impact, mais pour moi, la séquestration de carbone, ça devrait être que transitoire. Hein. C'est-à-dire qu'on doit aller à la fin sur quand on regarde les scénarios de la IEA, en 2050, on devrait être 100% d'énergie bas carbone. On devrait avoir des matières premières renouvelées. En tout cas, voilà, on devrait limiter au maximum les émissions de CO2. C'est vers ça qu'on doit aller. Donc, pour moi, la séquestration, ça doit être que transitoire quelque part. Hein. Mais du coup, à votre connaissance, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Est-ce que les études d'impact ont été faites sur cette technologie-là, sur cette méthodologie? Est-ce qu'on sait si ça va être assez neutre ou si ça peut vraiment poser problème d'enfuir dans des fonds marins? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, donc à la limite, je vous inviterai à regarder un petit peu ce qui est disponible. J'ai l'impression que les sommes de CO2, les montants de CO2 dont on parle par rapport au volume des mers, comme ça intuitivement, je pense que la proportion est vraiment très très faible. Vous voulez répondre? Oui, non, je pense qu'on mélange. Quand on dit qu'on va stocker offshore, il faut oublier la mer là-dedans. On est sous le sol. Il se trouve que le sol il est sous la mer, mais on a au moins 1000 km sous le sol, alors non, mais qu'on soit dans le sol géologique et qu'il y ait la mer au-dessus ou pas la mer au-dessus, c'est pas le sujet, quoi. Le réservoir, il est caractérisé, il est safe. Alors, il se trouve qu'il est sous l'eau parce qu'on a beaucoup d'exploitations pétrolières et gazières qui sont au fond des mers, parce que c'est là que sont les grosses réserves. Mais on va pas stocker dans la mer, quoi. C'est pas le sujet. Non, il y a plein de réglementations. Quand c'est les réservoirs d'hydrocarbures, c'est des réservoirs qui ont stocké pendant des millions d'années du gaz ou du pétrole, voilà. Et puis puis c'est très surveillé. Oui, le risque nul n'existe pas, mais c'est pas. Faut pas mélanger. On va pas stocker dans l'eau, quoi. C'est pas. Bonjour, merci beaucoup pour tous ces échanges et partage d'expériences. J'avais une question, en fait, deux questions. Une première, à quel point le financement est déterminant dans vos CODIR et vos COMEX pour lancer les projets que vous avez évoqués? Est-ce que c'est d'abord une décision politique de faire des tests et puis on trouvera le financement après? Ou est-ce que le financement est au cœur de la conversation? Et deuxièmement, est-ce que vous trouvez, justement, on est au ministère, que cette cartographie des différents financements, certificats d'économie d'énergie, crédit d'impôt recherche, des aides, des subventions, est très claire pour vous et à quel point vous les utilisez comme levier de financement? Peut-être commencer une première réponse. Donc, ce que l'on cherche à terme, c'est d'avoir je reprends l'exemple du solaire innovant, c'est d'avoir une rentabilité de ces parcs qui soit similaire à celle du solaire qu'on développe aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'urgence. Enfin, il ne faut pas que ce soit dans 20 ans, parce qu'il faut aussi que ce soit des innovations qui soient utiles. Je reprends le titre de la matinée, c'est-à-dire qu'elles délivrent sous quelques années. Et donc, on travaille sur ces sujets-là. On n'a pas d'a priori, c'est-à-dire que, je prends un autre exemple, on travaille sur l'énergie osmotique, la production d'électricité à partir de la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée dans les estuaires. La maturité de ce sujet, elle est bien plus faible que celle du solaire linéaire, mais on y croit suffisamment pour engendrer des dépenses sur fonds propres. On répond à des appels d'offres de l'ADEME, à des appels à projets de l'ADEME, des appels à projets européens qui nous aident beaucoup finalement à financer cette innovation. Et ensuite, il y a effectivement une période pendant laquelle on fait des efforts sur fonds propres, mais il faut toujours qu'on ait une perspective d'arriver à cette rentabilité classique des projets. Alors ça se fait par étapes. En général, on finance des démonstrateurs qui sont éligibles à des subventions. C'est le cas du projet dont je parlais. Ensuite, on vise de pouvoir faire entrer ça dans un appel d'offres de la CRE, mécanisme compétitif. Et encore faut-il qu'il y ait une catégorie à part, puisque aujourd'hui, le solaire linéaire serait dans la catégorie du parc au sol. Et comme il est 20% plus cher, il n'a aucune chance de gagner un appel d'offres. Donc on essaye de pousser en montrant l'intérêt de la filière, preuve à l'appui avec les démonstrateurs, nos partenaires, que ça va marcher pour donner envie
à la DGEC, à la Creux, de créer un guichet spécifique. Et puis entre les deux, il faut souvent passer par un démonstrateur industriel, un pilote industriel, où là, il y a aussi des mécanismes comme des contrats d'expérimentation qui permettent de faire le lien entre démonstrateurs, quelque chose de petit, pas très ambitieux, et puis le volet commercial. Donc, c'est une succession d'étapes qui sont complexes chacune, mais en y mettant de l'énergie et surtout en travaillant de manière collaborative avec des grands partenaires que sont SNCF, etc., ça va permettre de donner de la visibilité puis d'espérer atteindre cette étape-là. Mais pour répondre à votre question, on est toujours in fine sur une question de rentabilité de projet et qui doit être classique si on veut que ça se développe commercialement. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'outils pour le financement des investissements, c'est-à-dire sous forme de subvention, remboursable ou pas. En revanche, peut-être que ce qui est moins clair, c'est quand on a besoin d'outils dans la durée. Donc il y a un certain nombre de types de projets qui nécessitent ce qu'on appelle des contracts for difference ou éventuellement de compenser. On a parlé du prix du CO2, donc l'ETS en Europe là, qui est autour de 60-70 euros par tonne. Il peut y avoir des projets innovants dont le coût de séquestration ou d'annulation des émissions de CO2, je ne sais pas, c'est 150 euros aujourd'hui dans l'état de l'art. Et on peut avoir besoin d'outils, par exemple, pour faire un démonstrateur sur 10 ans. Donc là, peut-être que les outils publics, c'est moins évident d'avoir des outils qui vont accompagner un projet dans la durée et pas en investissement. Donc là, ça prend peut-être un peu plus de temps ou c'est un peu plus compliqué. Juste un mot, exactement ce que vous dites sur la question de est-ce qu'il y a besoin d'aide pour lancer des innovations. J'imagine que vous lancez tous des innovations sans avoir des aides, mais quand on fait un projet, on va dire, avec des CAPEX, des capital investment qui sont relativement élevés, on ne lance pas un projet s'il n'y a pas une forme de rentabilité qui demande un certain nombre d'aides. Si je prends le cas des éoliennes offshore flottantes, par exemple, l'État a, dans un premier temps, lancé ces projets sous une forme de petit parc, par exemple en Méditerranée, où il y avait des aides avec des contracts for difference qui permettent de financer. Il y a des prêteurs qui viennent, les prêteurs ne viennent pas s'il n'y a pas une rentabilité minimale qui dépend du niveau d'aide publique qui est apporté dès le début. Mais ça n'empêche pas. Mais c'est une question distincte peut-être de toutes les innovations que vous menez en interne et avec des démonstrateurs, etc., où là, vous n'attendez pas d'avoir des aides pour développer ces innovations. Question ? Peut-être la dernière pour ne pas prendre trop tard sur la dernière table ronde. Merci à vous. On a beaucoup parlé ce matin d'innovation, de nécessité de financer et d'accompagner cette innovation. La question que moi je me pose et qu'on se pose au quotidien, c'est notamment l'accès au réseau RTE. Toute cette innovation, cette transition énergétique nécessite un appel sur le réseau qui est dantesque. Et aujourd'hui, RTE ne répond pas forcément présent, même si on a aujourd'hui effectivement de l'électricité décarbonée. C'est très compliqué aujourd'hui de se connecter au réseau. C'est à la charge de l'industriel. Et quand on ne parle pas d'énergie marine renouvelable, par exemple, mais si on parle d'hydrogène et autres, ce sont des gens qui consomment énormément d'électricité, de l'électricité verte pour être subventionnée, et d'eau également. On pourra aussi se poser la question de l'accès à l'eau. Et RTE, aujourd'hui, quand RTE peut le faire, vous annonce des délais de raccordement de 5 à 10 ans. Voilà, qui ne sont absolument pas en phase avec la temporalité des industriels. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas plus utile finalement de financer RTE que de financer directement des projets d'innovation ? Je le dis volontairement comme ça, mais c'est une vraie question. Il faut les deux. Il faut effectivement des réseaux pour évacuer l'énergie et puis servir les clients. Alors je ne me parle pas au nom de RTE, mais il y a quand même une évolution. Alors déjà, en termes de financement, ça a été annoncé, que ce soit pour RTE et Enedis, il y a quand même 100 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus dans les années à venir. Au-delà de ces sommes qui sont impressionnantes, on parlait d'IA, d'agilité tout à l'heure. Il y a beaucoup d'innovations, on va dire, qui devraient permettre de mieux intégrer le renouvelable, mais aussi la consommation à une échelle plus locale. En fait, le dimensionnement historique des réseaux, c'est de raisonner à la puissance maximale, vu du producteur, vu du consommateur, et puis ça consiste à effectivement avoir un réseau qui est très bien dimensionné, très résilient. Ça a été dit aussi à la première table ronde.
mais ça peut conduire à des dépenses parfois élevées. Et on voit aujourd'hui le développement rapide des batteries pour accompagner notamment les projets de production renouvelable, pour être capable d'injecter dans le réseau en face d'une demande, et pas quand il y a déjà un surplus de production. Et RTE vient de publier, il y a quelques semaines, une carte de la disponibilité sur ces postes pour accueillir des batteries. Et alors, c'est d'abord des batteries sans contrainte, c'est-à-dire que si je veux faire un projet de 10 MW, je regarde la liste des postes et il n'y en a pas tant que ça. Mais l'étape d'après, c'est de donner la liste des postes de raccordement RTE qui, moyennant contrainte, par exemple des limites à l'injection de 1000 heures par an, vont pouvoir accueillir des batteries. Et là, on rentre dans un dialogue, quelque chose qui va être beaucoup plus efficace pour finalement trouver les bons projets au bon endroit en fonction du réseau tel qu'il existe ou tel qu'il évoluera un petit peu demain. Donc je pense que, on constate, nous, qu'il y a quand même une évolution assez rapide des gestionnaires de réseau qui voient effectivement les énergies renouvelables qui se développent beaucoup, les moyens de stockage qui apparaissent et qui vont être le complément nécessaire pour éviter d'avoir un gaspillage de cette énergie renouvelable. Il n'y a rien de pire que d'avoir les moyens de production qui sont coupés parce qu'il n'y a pas de demande en face. Et il faut effectivement coupler, comme je l'ai dit tout à l'heure, production et consommation pour résoudre cette équation. Et donc les gestionnaires de réseau changent aussi de paradigme, s'intéressent beaucoup à la flexibilité, la manière de l'accueillir, la manière de la gérer. Donc par rapport à votre remarque qui est vraie, c'est vrai que pour tous les développeurs c'est une contrainte de devoir parfois attendre des années avant de pouvoir obtenir un raccordement. Les choses évoluent et évoluent quand même vite et dans le bon sens. Bien. Parfait. Je pensais que vous alliez conclure. Merci. Très, très intéressant.